Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et donc pour une analyse cette fois-ci. Le mardi, analyse après le récap du week-end, je pense que c'est pas mal. On a le récap qui donne plein d'idées, qui est assez intéressant pour juste avoir les infos claires de ce qui s'est passé pendant le week-end. Mais ensuite, bon, personnellement j'ai envie de rentrer un petit peu plus en profondeur, le lendemain par exemple. Et en tout cas, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en se penchant sur le cas d'Erling Haaland. Alors, l'objectif, bien sûr, ça va pas être de démonter Erling Haaland, on va pas faire semblant, on va pas faire comme s'il n'était pas déjà un joueur hors norme, parmi les tout meilleurs numéro 9 de la planète. On en avait eu un très bon aperçu en 2019-2020, mais alors que dire de la saison actuelle, où il est déjà en avance sur tous les temps de passage. Je crois que sur 17 apparitions, toutes compétitions confondues, 19 buts, 3 passes décisives, c'est 12 buts sur 11 matchs de Bundesliga, 6 buts sur 4 matchs de Ligue des Champions, et voilà, donc tout ça en un peu moins de 1300 minutes, parce qu'il y a aussi des apparitions en cours de match, des matchs où il joue pas les 90 minutes dans son ensemble, c'est, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du très haut niveau, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde Haaland, quand on le suit semaine après semaine, il y a aussi des matchs sans, il y a aussi des matchs où il passe à travers. Par exemple contre Mayence ce week-end, 16 ballons touchés en 90 minutes, aucune action décisive, une rencontre qu'il a traversée en peine, comme un fantôme. Voilà, ça prouve qu'il y a encore une marge de progression à aller chercher pour Haaland. Et ce qui ressort de mon étude de ces 6-7 dernières rencontres que j'ai vues en intégralité, en tout cas les passages qui concernaient spécifiquement Haaland, ce qui en ressort, c'est qu'il y a pour moi un défaut majeur, un point majeur sur lequel il doit concentrer son attention, et c'est la qualité de sa première touche de balle. Alors du coup, je fais rentrer plusieurs choses dans cette catégorie. La qualité de sa première touche, ça, quelque part, c'est aussi connecté à sa vision du jeu qui, à bien des égards, est encore perfectible. C'est aussi connecté à l'utilisation de son corps, qui est encore assez particulier, et surtout assez nouveau pour lui. On sait qu'il a eu une poussée de croissance relativement tardive dans sa jeune carrière. Donc voilà, il y a pas mal de choses que je fais rentrer dedans, mais en gros, la qualité de sa première touche de balle, c'est ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Alors, sur cet exemple, on le voit bien, au moment de la déviation de Jude Bellingham, il y a un 4 contre 4 à jouer pour Dortmund, les 3 joueurs qu'on voit ici, et Sancho hors écran, un peu en bas à gauche, mais la prise de balle d'Haaland n'est pas bonne et compromet son avantage de temps, il est du coup obligé de rejouer derrière, l'avantage est perdu, donc de mon point de vue, il peut faire mieux au moment du contrôle, mais c'est aussi une question de prise de décision. Je pense que ici l'action, en réalité, est encore jouable, avec par exemple une feinte de corps vers l'arrière, il peut remettre un coup d'accélérateur vers l'avant, à gauche, et se défaire de son vis-à-vis, en l'occurrence Leandro Barreiro, ce qui donnerait un 5 contre 5 à jouer, encore une situation très intéressante. On peut le voir ici aussi, sur la première touche, quand il est au contact avec un défenseur, il peut avoir du mal à la fois gérer en même temps le paramètre ballon et le paramètre vis-à-vis. Les deux choses en même temps, c'est pas toujours évident. Là, ici, je pense qu'il peut la remettre à Reina plutôt que de se l'embarquer dans le coin. C'est une petite erreur. Puis les exemples de mauvaises remises sont légion. Là, ici à nouveau. Ici aussi. Je pense que de manière générale, il est encore assez brusque dans ses remises. Bon, c'est pas toujours des ballons évidents à négocier, mais voilà, il peut progresser dans cette capacité à transmettre des ballons courts de haut but. Sur la vision du jeu contre Wolfsburg ici par exemple, au lieu de se l'emmener dans la profondeur, et je pense qu'il y a l'espace pour aller chercher cette profondeur, il décide plutôt de stopper le ballon, stoppe sa course, et à la fois de mon point de vue gaspille un avantage. Et puis on parlait tout à l'heure de sa vision du jeu perfectible, à la fois de son apprentissage de son propre corps. Je pense qu'on peut même connecter les deux choses ensemble et voir dans certaines situations une perception spatiale assez défaillante. Ici par exemple, il est déboussolé, décoordonné, ne voit plus exactement où est le ballon. Bon, c'est un bon exemple. Là, c'est flagrant aussi, il y a une super situation à jouer, mais il réussit pas à tourner son corps assez vite pour servir, que ce soit Reus ou Sancho, qui sont dans d'excellentes positions. Et puis en plus, il est piégé par son contrôle moyen, donc ça réunit un peu tout ce qu'on dit depuis le début. Et alors 5 minutes plus tard, une autre situation intéressante, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense qu'on peut la lier à peut-être un autre axe de progression pour Haaland, c'est au niveau mental. Alors bien sûr, on connaît tous sa force mentale hors norme, sa détermination, son fort caractère qui se lie dans toutes ses déclarations en dehors des terrains, mais aussi sur le terrain, où il exprime généralement beaucoup de rage, beaucoup de détermination, même collective, à serrer les poings sur le but d'un coéquipier. Voilà, j'aime beaucoup cette attitude, mais je pense qu'il y a encore un axe de progression, c'est
En regardant ses tout derniers matchs et bon, suivant Haaland depuis un moment maintenant, ce que je lis, c'est un joueur qui est encore très affecté par la qualité de sa propre rencontre. Alors, s'il démarre bien son match, s'il réussit plusieurs actions consécutives, il est en grande confiance, il enchaîne les bons choix, les bons gestes. Si ça se passe un peu moins bien, ça peut avoir tendance à déteindre sur l'entièreté de sa rencontre. Et ici, on est donc 5 minutes après le geste que je vous ai montré précédemment, 5 minutes après son mauvais choix, son mauvais contrôle. Ici, si sa première touche de balle est bonne, s'il s'emmène bien le ballon, il y a un contre 1 à jouer dans 35 mètres d'espace, mais un mauvais déplacement, un contrôle de la main, et puis ensuite le geste de frustration, le carton jaune. Voilà, pour moi c'est là qu'on lit encore un manque de maturité, pas nécessairement sur le geste d'agacement, mais plus sur le fait qu'il soit encore bloqué sur son action précédente. Un manque de maturité qui est assez normal à 20 ans, c'est pas pour dire qu'il est en retard là-dessus, mais ça reste pour moi un axe de progression, et c'est intéressant parce que c'est un axe de progression qu'on lit en étudiant d'autres choses, en l'occurrence la qualité de sa première touche de balle. Et puis on parlait de son jeu de remise un peu brusque, là la passe de Meunier n'est pas la meilleure, mais il est aussi très déséquilibré au moment de la transmission, plus généralement sur l'utilisation de son corps. Ici un bon exemple où il ne passe pas totalement devant son vis-à-vis et se retrouve dans une situation compliquée qui le pousse à une grosse faute. Ici bien sûr, Upamecano c'est un client, mais plutôt que de jouer le corps à corps, de mon point de vue, il doit entrer dans la surface le plus vite possible pour être très difficile à toucher, risque de penalty, et plus simplement pour avoir son défenseur dans son dos et être véritablement dans une situation de 1 contre 1, surtout qu'il est capable, si sa première touche de balle est bonne, il est capable de s'emmener le ballon et de bien négocier sur 1 contre 1. Donc voilà en gros pour le défaut majeur. Ensuite, la question c'est comment le corriger. Alors comme souvent le point de départ, je pense que c'est de comprendre la lacune, comprendre son origine. Et mon avis ici, c'est qu'avec Haaland, on a un joueur qui a des prédispositions tellement extraordinaires qu'il a pu arriver à ce niveau sans réellement optimiser son jeu. Il y a une réflexion chez les Italiens à propos des défenseurs centraux qui est assez intéressante. C'est que pour eux, un défenseur central lent est souvent plus intelligent dans sa lecture de l'espace parce qu'il ne peut pas compter sur sa vitesse pour réparer ses erreurs de positionnement. D'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui est appliqué aussi aux défenseurs centraux français, je crois que c'est Maldini qui en parlait récemment, et il disait qu'ils étaient un petit peu moins bons dans le positionnement, ils étaient souvent pris à revers sur leur positionnement, parce qu'ils étaient tellement en capacité de rattraper leurs erreurs grâce à leur vitesse pure, grâce à leur capacité athlétique, que finalement, ils apprenaient plus lentement que les autres, et je pense qu'on peut transférer cette analyse à Haaland, qui a évidemment des qualités physiques tellement exceptionnelles, une qualité de vitesse pure, par exemple, hors norme, qui peut terminer ses actions depuis des positions sous-optimales aussi, c'est un redoutable finisseur, bien meilleur que la moyenne, donc ça aussi, ça l'a pas trop poussé à se mettre dans exactement la meilleure position. Ces choses-là, à mon avis, font qu'on a avec Haaland un joueur qui pour l'instant n'a pas fait le travail d'optimisation, qui a assez peu bossé sur des choses comme sa première touche, qui a assez peu bossé sur les fractions de seconde, sur les centimètres. Et encore aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il pourrait faire sans doute une très belle carrière sans ça, mais encore une meilleure avec. Et le plus intéressant, c'est qu'il en est pas si loin. Quand on regarde ici, il réussit tout ce qu'on lui reproche sur cette action. C'est face à Leipzig, le positionnement de son corps pour bloquer Willi Orban, la qualité de sa remise à la Ibrahimovic, extérieur pour Reus, et bonne prise de décision sur la transmission moyenne de Reus pour la laisser filer et ensuite ouvrir le jeu vers Sancho. Pareil ici d'ailleurs, sur cette touche de Meunier, c'est encore contre Leipzig, sur cette séquence de 3 secondes, absolument tout ce qu'il fait est parfait. Le travail de haut jeu et l'orientation du corps, la première touche dans le sens du but, super conduite, super prise de décision, et bonne exécution d'ailleurs, couronnée de réussite, puisque Dortmund ouvre le score. Donc il y a des exemples assez prometteurs de réussite sur tout ce qu'on était en train d'évoquer, la qualité de sa première touche, sa vision du jeu, la mobilisation de son corps. Il y a des exemples de réussite, mais pour moi ils sont encore trop peu nombreux. Je pense qu'il peut faire significativement augmenter le ratio, et pour l'instant je vois avec Haaland un joueur qui est à l'aise pour attaquer les grands espaces. Ok, ça on le sait, comme ici sa première touche est très bonne, et puis tout le reste de l'action c'est bien sûr du haut niveau. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est une progression sur les moments où il y a moins d'espace à attaquer et où il faut être très juste en première intention, avec moins d'espace, moins de temps. C'est les moments où, à mon avis, il peut progresser le plus. Et si du coup j'avais un 9 à lui conseiller, s'il devait étudier le jeu d'un avant-centre pour progresser là-dessus, bon, finalement, c'est peut-être pas celui auquel on pense immédiatement. C'est pas Robert Lewandowski, c'est pas le meilleur 9 du monde à l'heure actuelle, mais c'est Romelu Lukaku. Je pense qu'il serait bien inspiré de regarder toute sa palette technique dans les petits espaces.
comment utiliser ce corps qui est donc, comme on l'a dit, assez nouveau pour lui. Le but pour Haaland, c'est pas de devenir Lukaku bien sûr, mais pour progresser sur ses points faibles, je pense qu'il est le meilleur idéal type à étudier. Donc voilà en gros pour cette analyse, on a dit plusieurs choses, on a pu faire un point un peu spécifique sur les défauts d'Erling Haaland, on aurait pu faire une vidéo bien plus longue sur ses qualités bien sûr, comme je l'ai dit. Le but c'est pas de le descendre gratuitement, surtout que ce qui monte pour l'instant c'est extraordinaire et ça reste un de mes joueurs préférés à avoir joué, mais je me disais que c'était intéressant de prendre le contrepartie et de regarder ce qu'il y a encore à améliorer. Si ça vous intéresse de voir ce genre de vidéo, un focus spécifique sur un joueur, ça peut être ses défauts, mais ça peut être aussi ses qualités, si c'est un joueur dont on entend un peu moins parler, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me suggérer des joueurs que vous voudriez voir étudier, voilà, en un peu plus de profondeur, je suis tout oui, et puis voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage beaucoup, vous êtes récemment très encourageant dans les commentaires, ça me fait plaisir, donc voilà, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos, et juste avant qu'on se quitte, je voulais dire un petit mot, un petit shout-out à mes copains de Vue du Banc qui ont sorti récemment leur appli Coparena avec plein de contenu qui est du niveau de qualité, du standard de qualité Vue du Banc que vous connaissez ou que vous commencez à connaître sans doute. Voilà, je vous la conseille sans réserve, personnellement je me suis abonné quasiment dès que c'est sorti, donc allez-y sans hésiter. Et puis pour finir, véritablement finir, cette fois avec le sponsor de cette vidéo, c'est mon partenaire Maillot. Je vous mettrai le lien en commentaire et en description. Si vous voulez trouver des maillots de ce type, rétro ou moins rétro, et que ça vous intéresse, je vous mettrai le lien qu'il faut. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous.